Imaginez l'aube brumeuse d'un champ de bataille en 1806. L'air est froid, chargé d'une tension électrique. Vous êtes un officier prussien, fier, droit dans vos bottes, héritier d'une longue lignée aristocratique. Derrière vous, vos régiments sont impeccables, alignés au cordeau, prêts à marcher au pas cadencé vers la gloire. Pour vous, la guerre est une science rigide, un duel d'honneur entre gentlemen où l'on se fusille face à face. Vous scrutez l'horizon à la jumelle, cherchant les masses bleues de l'infanterie française. Vous ne voyez rien. Le calme avant la tempête. Vous vous sentez en sécurité, à 600 pas des lignes ennemies, intouchable. Soudain, un sifflement bref déchire l'air. Un claquement sec, isolé, presque ridicule par rapport au grondement des canons. Vous n'entendez pas le second bruit, celui de votre corps qui heurte la terre. Une balle de plomb vient de vous traverser le crâne. Panique dans les rangs. Vos soldats regardent partout. D'où vient le tir? Il n'y a personne. Pas de régiment, pas de fumée massive, pas de tambour. Juste le vent dans les blés. Ce que vos hommes ne savent pas encore, c'est qu'ils sont déjà morts. Ils sont entrés dans le territoire de chasse des fantômes de l'empereur. Bienvenue sur la chaîne, l'héritage de fer. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des géants de la garde impériale, ni des charges tonitruantes des cuirassiers. Nous allons déterrer l'histoire de ceux qui ont changé les règles du jeu pour toujours. Ceux qui ont transformé la guerre d'ancien régime, lente et prévisible, en un chaos sanglant et terrifiant pour l'ennemi. Ils étaient petits, souvent rejetés par les autres corps d'armée à cause de leur taille. On se moquait d'eux dans les tavernes, mais sur le terrain, ils étaient les maîtres absolus de la mort silencieuse. Rapides, invisibles, vicieux. Ils ne visaient pas la masse, ils visaient les chefs, ils visaient les officiers. Ils décapitaient les armées adverses, avant même que la bataille ne commence réellement. On les appelait les voltigeurs. C'est l'histoire d'une arme secrète. L'histoire de comment Napoléon a pris les hommes les plus agiles de France pour en faire des prédateurs tactiques. Des soldats capables de courir aussi vite qu'un cheval au trot, de sauter des fossés, de s'infiltrer dans les bois et de semer la terreur au cœur des lignes ennemies. Préparez-vous à découvrir comment une poignée de tireurs d'élite a humilié les plus grandes puissances d'Europe, non pas par la force brute, mais par l'intelligence, la vitesse et une précision chirurgicale. Oubliez les mythes. Voici la réalité brutale de l'infanterie légère. Pour comprendre pourquoi ces hommes sont devenus le cauchemar de l'Europe, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel ils sont nés. À cette époque, la guerre est une affaire de géométrie. Les grandes puissances comme la Prusse, l'Autriche ou la Russie voient leurs soldats comme des automates. Le soldat prussien, par exemple, est dressé à coups de bâton. Il ne doit pas penser. Il ne doit pas prendre d'initiative. Il doit marcher droit, tourner à angle droit, charger son fusil en 12 temps et tirer devant lui sans viser, en espérant que le mur de plomb qu'il crée suffira à briser l'adversaire. C'est une guerre de masse, une guerre de robots humains dirigée par des officiers nobles qui les méprisent souvent. Mais la France, elle, sort de la Révolution. Elle n'a plus le temps pour ces vieilles danses de salon. Elle est encerclée. Elle doit vaincre ou mourir. Et surtout, elle a un problème de taille, au sens propre du terme. Après des années de guerres incessantes pour défendre la République, les hommes grands et forts se font rares. Les géants sont morts au combat, ou servent déjà dans les grenadiers et la cavalerie lourde. Napoléon se retrouve face à un dilemme logistique majeur. Les conscrits qui arrivent dans les dépôts sont jeunes, souvent mal nourris, et surtout, ils sont petits. La taille moyenne du conscrit français
baisse dangereusement. Selon les vieux règlements de l'Ancien Régime, un homme de moins d'1,60 m est inutile. On le renvoie chez lui ou on le verse dans la marine, ce qui, à l'époque, est une voie de garage. C'est là que le génie de l'empereur intervient. Là où les généraux autrichiens voient des avortons incapables de tenir une ligne de bataille, Napoléon voit une opportunité inexploitée. Il réalise une chose fondamentale. Un homme petit offre une cible plus réduite à l'ennemi. Un homme petit est souvent plus agile, plus nerveux, plus endurant qu'un colosse qui s'épuise à porter son propre poids. En mars 1804, l'empereur signe un décret qui va changer la physionomie de l'armée française. Il crée officiellement les compagnies de voltigeurs. Le nom lui-même est une déclaration d'intention. Il ne les appelle pas « infanterie légère numéro 2 ». Il choisit le mot « voltigeur » qui évoque l'acrobatie, le saut, la vitesse. Pour entrer dans ce corps d'élite, la sélection est impitoyable mais inversée. Si vous êtes trop grand, vous êtes refusé. La taille maximale est fixée à 1,59 m. C'est impensable pour l'époque. Mais la taille ne suffit pas. L'officier recruteur ne regarde pas seulement la toise, il regarde l'homme. Il cherche, selon les textes de l'époque, un homme à l'air leste et vigoureux. Il veut des yeux vifs, une intelligence pétillante, une capacité à comprendre le terrain en un clin d'œil. Il veut des débrouillards, des gamins de Paris habitués aux bagarres de rue, des braconniers des forêts capables de se déplacer sans briser une brindille. Napoléon rassemble ces rebuts de l'armée traditionnelle et leur donne une nouvelle fierté. Il leur donne un uniforme distinctif, magnifique. Le collet chamois, c'est-à-dire jaune, bordé de vert. Le plumet jaune et vert sur le shako. Des épaulettes vertes à tournantes jaunes. Soudain, ces hommes que l'on traitait de nains deviennent des coqs de combat. Ils réalisent qu'ils appartiennent à une caste à part. Ils ne sont pas la chair à canon de la ligne. Ils sont les yeux et les griffes de l'armée. Mais l'uniforme ne fait pas le soldat. C'est l'entraînement et la doctrine qui vont forger la légende. Contrairement au fantassin de ligne qui apprend à marcher au pas cadencé, épaule contre épaule, le voltigeur apprend l'indépendance. On lui apprend à courir. Pas un petit trot de parade, mais une course effrénée. Le pas de course, français, devient célèbre. Alors que les armées ennemies marchent à 76 pas par minute, les Français, menés par leurs voltigeurs, peuvent monter à 120 pas par minute. Une mobilité stupéfiante qui permet à Napoléon de déplacer ses troupes 2 fois plus vite que ses adversaires ne peuvent réagir. On leur donne aussi un équipement adapté. Le lourd mousquet d'infanterie, le modèle 1777, est trop encombrant pour eux. On les dote du fusil de dragon, plus court, plus léger. Il a un peu moins de portée, certes, mais il est plus rapide à recharger et plus facile à manier dans les bois, les broussailles ou lors de l'escalade d'un mur. Car oui, le voltigeur doit savoir escalader, sauter des fossés, nager. C'est un athlète complet. Et puis, il y a cette tactique folle qui donnera son nom à l'unité, bien qu'elle fût rarement utilisée à grande échelle, tant elle était dangereuse, la voltige. L'idée initiale était de rendre cette infanterie capable de suivre la cavalerie. À l'entraînement, le voltigeur apprend à saisir la crinière d'un cheval, de dragon au galop, ou à sauter en croupe derrière le cavalier, pour être transporté rapidement sur un point stratégique, sauter à terre et ouvrir le feu. Imaginez la scène. Une cavalerie arrive, l'ennemi se prépare à contrer des chevaux, et soudain, une nuée de tireurs d'élite débarque au sol et fusille les rangs adverses à bout portant.
C'était l'ancêtre de l'infanterie mécanisée, 130 ans avant les blindés de transport de troupes. Mais c'est dans la tactique de combat pur que les voltigeurs vont véritablement traumatiser l'Europe. Oubliez les lignes droites, le voltigeur combat en tirailleur. C'est un mot que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une révolution conceptuelle. Au début de la bataille, avant que les gros bataillons ne s'entrechoquent, les voltigeurs sont lâchés en avant, comme une meute de chiens de chasse. Ils se déploient en ordre dispersé, c'est la nuée. Ils ne restent pas debout à attendre la mort. Ils utilisent le terrain, un arbre, un rocher, un talus, un mur en ruine, les blaireaux. Tout devient un abri. Pour un officier prussien ou autrichien, habitué à voir l'ennemi en face, c'est déconcertant. Il ne voit rien, ou seulement des éclairs de feu sporadiques qui sortent des fourrés. Leur méthode de tir est tout aussi vicieuse pour l'époque. Le soldat de ligne tire sur ordre, en salve, vers une direction générale. Le voltigeur, lui, tire à volonté. Il choisit sa cible, et c'est là que réside toute la terreur, l'initiative individuelle. Ils opèrent souvent par binôme. C'est une fraternité de sang. Pendant que l'un tire, l'autre observe et recharge. Ils se couvrent mutuellement. Si l'un est blessé, l'autre le protège. Cette confiance absolue crée une audace sans limite. Ils s'approchent dangereusement près des lignes ennemies. À 100 mètres, 150 mètres, ils commencent leur travail de sape. Et quelles sont leurs cibles ? C'est ici que la guerre change de visage. C'est ici que l'honneur aristocratique vole en éclats sous les balles françaises. Les voltigeurs ont pour consigne, tacite et parfois explicite, d'abattre les chefs. Dans les armées de la coalition, l'officier est l'âme du régiment. C'est lui qui donne le rythme, qui maintient la cohésion par la peur du châtiment ou par l'exemple. Si vous tuez l'officier, le régiment prussien, dressé à ne pas penser, devient un corps sans tête. Il panique, il se fige. Imaginez l'effet psychologique dévastateur. Vous êtes dans les rangs ennemis. Vous voyez votre capitaine, votre lieutenant, votre sergent-major tomber les uns après les autres, frappés par des balles invisibles. Vous ne voyez pas l'ennemi, mais lui vous voit. Vous entendez le sifflement caractéristique de leurs balles. Vous voyez les plumets jaunes et verts apparaître et disparaître comme des feux follets. La peur s'installe. La rumeur court dans les rangs. Les chasseurs français sont là. Avant même le premier contact avec l'infanterie de ligne française, le moral de l'ennemi est brisé. Ses formations sont disloquées, trouées par les pertes d'encadrement. C'était une guerre psychologique autant que physique. Les voltigeurs insultaient l'ennemi, le provoquaient, s'approchaient pour le narguer avant de lui tirer dessus. Ils étaient arrogants, bruyants, insaisissables. Ils ne respectaient aucune des conventions de la guerre courtoise du XVIIIe siècle. Pour eux, la seule règle était l'efficacité. La seule loi était la victoire de l'empereur. Prenons un exemple concret pour visualiser leur impact. Nous sommes en 1806, lors de la campagne de Prusse. L'armée prussienne est considérée comme la meilleure du monde, l'héritage du grand Frédéric. Elle est une machine parfaite d'horlogerie. À la bataille d'Aena, et plus encore lors des escarmouches préliminaires à Saalfeld, cette machine va se gripper face à la fluidité des voltigeurs. Les Prussiens avancent en colonnes serrées ou en lignes rigides à travers les forêts de Thuringe. C'est un terrain de cauchemar pour une armée de parade, mais c'est le paradis pour les voltigeurs. Les Français s'infiltrent dans les bois. Ils grimpent aux arbres. Ils se cachent dans les fossés. Les officiers prussiens, montés sur leurs chevaux, sont des cibles parfaites, offertes en sacrifice.
Les témoignages de l'époque décrivent la rage impuissante des généraux ennemis. Ils ordonnent des feux de salve contre la forêt, mais les balles prussiennes s'enfoncent dans les écorces. En réponse, chaque coup de fusil français fait mouche. Un officier tombe. Un porte-drapeau s'effondre. La confusion gagne les rangs. Les soldats commencent à tirer n'importe où, gaspillant leurs munitions. C'est le début de la fin. Lorsque le maréchal Lannes ou le maréchal Davout lancent enfin leur gros bataillon à l'assaut, ils ne frappent pas un mur solide. Ils frappent une structure déjà fissurée, fragilisée, terrorisée par le harcèlement incessant de ces petits hommes agiles. Les voltigeurs ont préparé le terrain. Ils ont ramolli la défense. Ils ont transformé une armée de fer en argile. Mais ne croyez pas que leur rôle se limitait à tirer de loin. Ces hommes étaient d'une agressivité féroce au contact, quand les munitions venaient à manquer, ou quand l'ordre de l'assaut général était donné. Le voltigeur ne reculait pas. Il remettait sa baïonnette au canon, ou tirait son sabre-briquet, une épée courte et courbée, tranchante comme un rasoir. Leur petite taille devenait alors un atout dans la mêlée confuse. Ils se faufilaient sous la garde des grands grenadiers ennemis. Ils étaient vifs, frappant aux jambes, au ventre, esquivant les coups de crosse maladroits des soldats lourds. C'était David contre Goliath, répété des milliers de fois sur le champ de bataille. Et David gagnait, parce qu'il était plus rapide, plus malin, et qu'il n'avait pas peur. Il faut aussi parler de leur esprit de corps unique. Dans l'armée impériale, chaque régiment d'infanterie de ligne possédait ses compagnies d'élite, les grenadiers pour les grands et les forts, et les voltigeurs pour les petits et les vifs. Une rivalité fraternelle, mais intense, existait entre eux. Les grenadiers traitaient les voltigeurs de moucherons, et les voltigeurs appelaient les grenadiers des poteaux. Mais au feu, cette rivalité se transformait en émulation. Qui irait le plus loin? Qui capturerait le premier canon? Souvent, c'étaient les voltigeurs qui ouvraient la voie. À la bataille de Friedland, en 1807, c'est cette infanterie légère qui s'empare du village, maison par maison, jardin par jardin. C'est un combat urbain, brutal, rapproché. Là où la ligne ne peut pas manœuvrer, le voltigeur excelle. Il saute par les fenêtres, défonce les portes, nettoie les greniers. C'est le nettoyeur de tranchées avant l'heure. Cette capacité d'adaptation était leur plus grande force. Que ce soit sous le soleil brûlant d'Espagne ou dans les neiges de Russie, le voltigeur trouvait toujours un moyen de tirer son épingle du jeu. En Espagne, face à la guérilla, ils furent les seuls capables de rivaliser avec les insurgés espagnols sur leur propre terrain, dans les montagnes rocailleuses. Ils apprirent à survivre avec rien, à manger ce qu'ils trouvaient, à dormir d'un œil. Ils devinrent des chasseurs d'hommes. Cependant, cette gloire avait un prix. Le taux de mortalité chez les voltigeurs était effrayant. Étant toujours en première ligne, toujours les premiers exposés au feu ennemi, toujours les derniers à couvrir une retraite, ils tombaient par milliers. Mais chaque fois qu'un voltigeur tombait, deux autres voulaient reprendre sa place. Car être voltigeur, c'était être libre. C'était échapper à la discipline de fer de la ligne. C'était avoir le droit de penser, de se battre avec son cerveau, autant qu'avec son fusil. C'était aussi, il faut le dire, l'occasion de piller un peu plus facilement. Étant en avant de l'armée, ils arrivaient les premiers dans les villages abandonnés, trouvant les meilleures provisions, le meilleur vin, avant que le gros de la troupe ne passe comme une nuée de sauterelles. Napoléon fermait souvent les yeux sur ses larcins, tant que le voltigeur
se battait comme un lion le lendemain. Ils sont petits, disait-on, mais ils ont un appétit d'ogre. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'Europe entière a fini par copier ce modèle. Au début, les Anglais, les Prussiens, les Autrichiens criaient au scandale, dénonçant une manière de combattre déloyale. Mais à force de se faire battre, ils ont compris. Ils ont dû créer leurs propres unités de chasseurs, leurs propres Jäger, leurs propres rifles. Mais l'original français gardait une saveur particulière, une fougue, une furia française que les autres peinaient à imiter. Le voltigeur n'était pas seulement un soldat, c'était l'incarnation du citoyen soldat de la Révolution, débrouillard, insolent, courageux, non par dressage, mais par patriotisme et par fierté personnelle. Il savait pourquoi il se battait. Il se battait pour l'empereur, qui lui avait donné une dignité, lui le petit, le rejeté. Il se battait pour la gloire de son régiment. Et il se battait parce qu'il savait qu'il était le meilleur. Imaginez maintenant le bruit assourdissant d'une bataille majeure. Wagram, 1809. Le sol tremble sous l'artillerie. Au milieu de cet apocalypse, regardez bien. Devant les lignes françaises, vous verrez ces milliers de points dispersés. Ils ne reculent pas. Ils avancent en sautant, en courant, en se jetant au sol. Ils harcèlent les géants autrichiens. Ils sont comme un essaim de guêpes furieuses attaquant un ours. L'ours rugit, donne des coups de patte, mais les guêpes sont trop rapides. Elles piquent aux yeux, au museau. Elles épuisent la bête. Et quand la bête est à genoux, c'est là que l'aigle impérial fond sur elle pour l'achever. Sans les voltigeurs, les grandes victoires de l'Empire auraient été beaucoup plus coûteuses, peut-être même impossibles. Il achetait le bouclier flexible de l'armée et sa pointe de diamant. Ils ont prouvé que sur un champ de bataille, ce n'est pas la taille du chien qui compte, mais la taille de la rage dans le chien. Et cette rage, ils l'ont portée jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de l'Empire, même quand tout semblait perdu, lors de la campagne de France, puis en 1814, alors que le pays est envahi de toutes parts, que les régiments sont composés de gamins inexpérimentés, les fameux Marie-Louise, c'est l'encadrement des vétérans voltigeurs qui va permettre à ces enfants de tenir tête à l'Europe coalisée. On verra des voltigeurs de 17 ans, à peine formés, tenir des ponts, défendre des fermes, infligeant des pertes sévères aux vétérans russes et prussiens. L'esprit du voltigeur était devenu l'esprit de la résistance nationale. Mais il y a un aspect encore plus sombre et plus impressionnant de leur histoire, un aspect que l'on oublie souvent. C'est leur rôle dans les moments désespérés, lorsque l'armée ne gagnait pas, mais devait survivre. Lors de la terrible retraite de Russie en 1812, quand la Grande Armée se désintègre sous le poids du général Hivert, qui reste-t-il pour protéger les arrières? Qui a encore la discipline et l'énergie pour former une ligne de tirailleurs et retarder les Cosaques? Ce sont souvent les restes des compagnies de voltigeurs, dans ce désert blanc, par moins 30 degrés. Alors que les grenadiers gèlent sur place, le voltigeur, habitué à bouger, à courir pour se réchauffer, à trouver des solutions, survit un peu plus longtemps. Il utilise son fusil jusqu'à la dernière cartouche. Il se bat avec des pierres quand il le faut. Il devient un spectre des glaces, stérifiant les Russes qui n'osent pas approcher ces petits groupes de démons français qui refusent de mourir. C'est là, dans l'adversité la plus totale, que la légende se cristallise. Ils n'éteignent pas seulement des troupes d'attaque, ils éteignent des survivants ultimes, des hommes qui avaient transformé la guerre en un art de vivre et de mourir avec panache. Nous avons beaucoup parlé de leur gloire, de leur tactique, de leur impact, mais pour vraiment saisir l'essence du voltigeur,
Il faut s'approcher encore plus près. Il faut entrer dans la tête de l'un d'eux au moment fatidique. Il faut comprendre ce qui se passe quand le tirailleur se retrouve seul face au danger, coupé de ses camarades, avec pour seule défense son instinct et son fusil vide. C'est ce que nous allons voir maintenant, en plongeant au cœur de l'action individuelle, là où l'histoire cesse d'être des statistiques pour devenir du sang et de la sueur. Imaginez un instant le sergent Legrand, un voltigeur vétéran de la campagne d'Italie. Il est isolé dans un bosquet, séparé de son binôme. En face, à moins de 50 mètres, 3 dragons autrichiens chargent, sabres au clair, hurlant à la mort. Un fantassin de ligne, dans cette situation, serait condamné. Son fusil est vide, il n'a pas le temps de recharger. La panique le paralyserait. Mais Legrand n'est pas un soldat de ligne. Il ne panique pas, il analyse. En une fraction de seconde, son cerveau scanne l'environnement. Un fossé à gauche, un tronc d'arbre abattu à droite. Il ne cherche pas à fuir en ligne droite, ce qui serait suicidaire face à des chevaux. Il bondit vers le fossé. Les cavaliers doivent ralentir pour ne pas briser les pattes de leur monture. C'est l'erreur fatale. Legrand, tapi dans la boue, recharge son arme avec une dextérité mécanique, fruit de milliers de répétitions. Il mord la cartouche, verse la poudre, bourre la balle. Les cavaliers tournent autour de lui, cherchant un angle d'attaque, frappant l'air de leurs sabres. Dès que le premier dragon présente son flanc, Legrand surgit. Le coup part. Le cavalier s'effondre. Il reste 2 adversaires. Le rapport de force a changé. Les Autrichiens hésitent. Ce petit diable dans son trou n'est pas une proie. C'est un piège. Legrand ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Il hurle, brandit sa baïonnette, fait mine de charger. Les chevaux, nerveux, reculent. Et c'est là, dans ce moment de flottement, que les camarades de Legrand arrivent en courant, attirés par le coup de feu. Les dragons prennent la fuite. C'est cela, la réalité du voltigeur. Transformer une situation désespérée en victoire tactique par le sang-froid et l'utilisation intelligente du terrain. C'est une guerre de micro-décisions. Chaque voltigeur est son propre général. Cette autonomie radicale effrayait autant les généraux ennemis que certains généraux français de la vieille école, qui craignaient de perdre le contrôle de leurs hommes. Mais Napoléon savait que l'avenir de la guerre résidait dans cette flexibilité. Il encourageait cet esprit d'initiative, allant jusqu'à décorer personnellement de simples voltigeurs sur le champ de bataille. Un honneur impensable quelques années plus tôt pour un soldat du rang. L'impact de ces unités dépassait largement les escarmouches. Ils étaient essentiels pour le renseignement. Étant toujours en avant-garde, ce sont les voltigeurs qui sentaient l'ennemi. Ils capturaient des prisonniers pour les interrogatoires, repéraient les guets, estimaient la force des colonnes adverses. Ils étaient les yeux de l'empereur. Sans eux, la grande armée aurait été aveugle, avançant à tâtons dans le brouillard de la guerre. Prenons la bataille d'Aspern-Essling en 1809. Une bataille féroce, sanglante, au bord du Danube. Les villages d'Aspern et d'Essling sont les points clés. Ils changent de main 14 fois. Dans les rues étroites, dans les cimetières entourés de murs, les voltigeurs livrent une guerre d'usure terrifiante. C'est un combat de maison à maison, de pièce à pièce. Ils percent des meurtrières dans les murs des granges pour tirer sur les colonnes autrichiennes qui tentent de reprendre le village. Là, leur petite taille est un avantage décisif. Ils se glissent dans les soupiraux, montent sur les toits, se cachent dans les cheminées. Ils transforment chaque maison en forteresse imprenable. Les rapports autrichiens parlent avec horreur de ces démons français
impossibles à déloger, qui semblent surgir de nulle part pour tirer à bout portant avant de disparaître dans les décombres. Les pertes autrichiennes sont colossales, disproportionnées. C'est le triomphe de l'infanterie légère en milieu urbain, une leçon que les armées modernes étudient encore. Il faut aussi souligner leur rôle crucial face à l'ennemi le plus redoutable de l'époque, l'infanterie britannique. Les Anglais avaient leurs propres tireurs d'élite, les fameux rifles, armés de carabines rayées très précises et vêtus de vert sombre pour se camoufler. La confrontation entre voltigeurs et rifles, notamment en Espagne et à Waterloo, est un sommet de la guerre tactique. C'était un duel de tireurs d'élite. D'un côté, la précision technologique anglaise avec le fusil Baker. De l'autre, la vivacité et l'audace française. Les voltigeurs, bien qu'armés de mousquets moins précis à longue distance, compensaient par leur agressivité. Ils s'approchaient plus près, prenaient plus de risques, saturaient l'ennemi par leur volume de feu et leur mobilité. Ils forcèrent les rifles à reculer, à se découvrir. À Waterloo, le combat pour la ferme d'Aougoumont est l'exemple parfait de cette lutte titanesque. Pendant toute la journée, les voltigeurs de la division Jérôme Bonaparte vont harceler les défenseurs anglais, cachés dans les bois et les bâtiments. Ils progressent arbre par arbre, sous un feu d'enfer. Ils réussissent à repousser les tirailleurs anglais, à atteindre les murs de la ferme, à essayer de briser les portes à la hache. C'est une scène d'une violence inouïe. Les voltigeurs meurent par centaines devant ces murs de briques rouges. Mais ils ne lâchent pas prise. Ils fixent une partie importante de l'armée de Wellington, l'empêchant de renforcer son centre. Leur sacrifice est immense. Ils montrent au monde que le voltigeur ne sait pas seulement tirailler et fuir, il sait aussi mourir sur place avec une obstination héroïque quand l'ordre lui en est donné. Mais au-delà des batailles célèbres, c'est dans le quotidien de la campagne que se forgeait la réputation des voltigeurs. Ils étaient les rois de la petite guerre, la patrouille, l'embuscade, le coup de main nocturne. Ils vivaient souvent en marge du reste de l'armée, bivouaquant à l'écart, toujours sur le qui-vive. Cela a créé une culture unique, un argot spécifique, des chants particuliers. Ils se considéraient comme des hommes libres, des aventuriers au service de la France. Ils avaient aussi une relation particulière avec leurs officiers. Dans une compagnie de voltigeurs, la discipline était moins formelle que dans la ligne, mais plus réelle au combat. L'officier de voltigeurs ne commandait pas en restant derrière. Il devait être le plus rapide, le plus audacieux, le premier à s'exposer. S'il ne l'était pas, il perdait le respect de ses hommes. C'était une méritocratie brutale. Beaucoup de grands généraux de l'Empire ont commencé leur carrière, ou ont gagné leurs galons en commandant ces unités légères, apprenant l'art du coup d'œil et de la décision rapide. Un détail technique souvent oublié est l'utilisation du corps de chasse. Alors que l'infanterie de ligne manœuvrait au son du tambour, lourd et rythmé, les voltigeurs obéissaient au son du cornet. Un son plus aigu, plus perçant, qui portait loin à travers les bruits de la bataille. Ces sonneries étaient un langage codé complexe. Avancez, repliez-vous, formez le cercle, feu à volonté. Le voltigeur connaissait ces sons par cœur. Entendre le cornet sonner la charge provoquait chez eux une montée d'adrénaline pavlovienne. Pour l'ennemi, ce son devenait synonyme de mort imminente. L'innovation des voltigeurs a également eu un impact durable sur l'organisation militaire future. Après les guerres napoléoniennes, toutes les armées européennes ont dû se réformer. Elles ont compris que le modèle de l'automate prussien était mort. L'avenir appartenait aux soldats instruits, capables de tirer parti du terrain.
La formation du fantassin a changé radicalement au XIXe siècle pour intégrer les leçons données par ces petits Français. Le tir sur cible, l'ordre dispersé, la marche rapide, tout cela vient de l'héritage des voltigeurs. On peut dire sans exagérer qu'ils sont les ancêtres directs des commandos modernes, des rangers, des chasseurs alpins. L'idée qu'un petit groupe d'hommes déterminés, bien entraînés et agissant avec autonomie peut paralyser une force bien supérieure est née, ou du moins a été perfectionnée, dans les rangs de la grande armée. Mais revenons à l'homme, à ce petit soldat au plumet jaune et vert. Qu'est-ce qui le motivait à prendre de tels risques? Pourquoi courir devant les canons? Il y avait bien sûr la solde, un peu plus élevée que celle du fusilier de base. Il y avait le prestige de l'uniforme, mais il y avait surtout ce sentiment d'appartenance à une élite. Le voltigeur savait qu'il était le meilleur. Cette fierté est une arme puissante. Elle permet de surmonter la peur, la fatigue, la faim. Napoléon avait dit « Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. » Les voltigeurs étaient la fusion parfaite des deux. Ils étaient le sabre manié avec esprit. Ils ne frappèrent pas fort, ils frappaient juste. Imaginez la fierté de ces hommes lorsqu'ils défilaient devant l'empereur, après une victoire. Leurs uniformes étaient souvent déchirés, leurs visages noircis par la poudre. Mais ils marchaient la tête haute, avec cette démarche souple et arrogante qui les caractérisait. Il s'avérait que l'empereur les regardait avec une affection particulière. Il les appelait ses petits. Et pour ces petits, il était prêt à tout, tout comme ils étaient prêts à mourir pour lui. Cette relation fusionnelle entre le chef et ses troupes d'élite est la clé de la longévité de l'épopée napoléonienne. Ce n'était pas seulement une machine militaire, c'était une aventure humaine collective. Et les voltigeurs en étaient les aventuriers les plus téméraires. Même dans la défaite, ils ont gardé leur panache. Après Waterloo, lors de la dissolution de l'armée impériale par les Bourbons restaurés, beaucoup de voltigeurs ont refusé de servir le roi. Ils sont retournés à la vie civile, mais ils ont gardé leurs habitudes. Ils sont restés des hommes à part dans leur village, racontant le soir à la veillée comment, avec 10 hommes, ils avaient stoppé un régiment entier. Ils ont entretenu la légende, le mythe de l'invincibilité française qui a nourri l'imaginaire national pendant des décennies. Leur histoire est celle de la revanche des petits. Dans une société obsédée par la taille et la force physique, ils ont prouvé que la vraie force réside ailleurs. Ils ont inversé les valeurs. Être petit n'était plus une honte, c'était un avantage tactique, c'était la marque de l'élite. Alors, quand vous regardez un film de guerre moderne, quand vous voyez des forces spéciales s'infiltrer derrière les lignes ennemies, pensez à eux, pensez à ces hommes de 1804, avec leurs shakos colorés et leurs mousquets à poudre noire. Ils ont été les pionniers. Ils ont écrit le premier chapitre du manuel de la guerre moderne avec leur sang. Ils nous rappellent que l'innovation naît souvent de la contrainte. La France manquait d'hommes grands. Elle a inventé une manière de gagner avec des hommes petits. C'est une leçon de résilience et d'adaptation qui résonne encore aujourd'hui. Ne jamais subir. Toujours trouver l'angle, la faille, la méthode qui transforme la faiblesse en force. C'est cela, l'esprit voltigeur. C'est l'esprit de l'attaque perpétuelle. L'esprit qui refuse la fatalité de la ligne droite pour embrasser le chaos créatif de la bataille. Et c'est cet esprit qui leur a permis de dominer les champs de bataille d'Europe pendant plus de 10 ans, laissant derrière eux une traînée de poudre et de gloire qui ne s'est jamais tout à fait dissipée. Maintenant que nous avons disséqué leur méthode, leur vie et leur héritage tactique,
Il est temps de se poser la question ultime. Quel est le véritable poids de ces hommes dans l'histoire de France? Sont-ils simplement une note de bas de page militaire ou incarnent-ils quelque chose de plus grand, de plus profond dans l'âme nationale? Pour conclure cette épopée, nous devons regarder au-delà des batailles, vers le mythe qu'ils ont construit. Il existe une anecdote qui résume à elle seule l'aura quasi mystique qui entourait ces hommes. On raconte qu'un soir, de bivouac en Russie, un général russe capturé demanda à voir ces petits démons qui ne dorment jamais. Lorsqu'on lui présenta une escouade de voltigeurs, sales, barbus, emmitouflés dans des peaux de mouton par-dessus leurs uniformes en loques, le général fut stupéfait. « Ce sont eux qui ont décimé mon régiment ?» demanda-t-il. Le sergent français lui répondit simplement, avec un sourire en coin. « Non, mon général, nous étions juste l'avant-garde. Les autres arrivent. » C'était un mensonge magnifique